Emmanuel Morel, au moins un Français se trouve parmi les victimes des attentats ayant frappé le Sri Lanka dimanche. 8 attentats. Les autorités locales indiquent que c'est un mouvement islamiste qui est responsable de ces attentats. Pour l'instant, c'est ce qu'ils disent. Dans le monde entier, aujourd'hui, les mêmes problématiques. Je voulais votre réaction là-dessus. Bien sûr, on est rentré dans cet âge identitaire où on a des tensions de plus en plus importantes entre les communautés, entre les religions. Il y avait Christchurch il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'est le Sri Lanka. On oublie un peu trop souvent que le sous-continent indien est lui-même souvent traversé par des phases de violence très intenses. Je suis comme vous, je suis préoccupé. En France, ce week-end, l'actualité samedi, c'était l'acte 23 de la mobilisation des Gilets jaunes, marqué par un slogan adressé par quelques individus aux forces de l'ordre. Suicidez-vous, suicidez-vous. De nouveaux tags de même nature ont été trouvés hier soir en Bretagne. Est-ce que vous condamnez clairement ces propos? Ce sont des abrutis, des provocateurs, qui d'ailleurs cherchent à discréditer un mouvement qui, dans son immense majorité, est pacifique. Donc évidemment que je les condamne. Je crois d'ailleurs que, pour être juste, dans la manifestation, il y avait une majorité de gilets jaunes qui s'adressaient aux forces de l'ordre en disant « notre combat est le vôtre ». Problème de fin de mois, problème de salaire, problème de conditions de travail, vous êtes concernés au même titre que nous. Et moi, c'est ça que je veux retenir, plutôt que ces connards qui salissent un mouvement et qui, par ailleurs, salissent les forces de l'ordre qui sont épuisées après des semaines et des semaines de manifestations. On a toujours dans les manifestations un nombre très, très peu important de provocateurs. Alors, soit c'est des casseurs, soit c'est des abrutis comme Ils sont samedi. Quand même de plus en plus nombreux de samedi en samedi, les gens qui sont dans Non, moi je ne suis pas d'accord avec vous. D'ailleurs, parce que le groupe EBRA, regardez en province, les gilets jaunes très bien. qui se mobilisent, les slogans sont pacifiques, sont politiques, les revendications sont très claires. Les manifestations parisiennes, en revanche, c'est quand même un peu plus violent. Il n'y a pas d'altercation avec les forces de l'ordre. Donc il ne faut pas essayer de discréditer un mouvement sous prétexte que quelques individus se comportent mal. Emmanuel Macron, justement, tiendra une conférence de presse jeudi où il annoncera les mesures pour sortir du grand débat. En tout cas, ces mesures, qu'est-ce que vous en attendez ? Écoutez, pas grand-chose. D'abord, ce grand débat, moi, depuis le début, ce qui me gêne, c'est que le pouvoir a choisi les questions et il choisit les réponses. Et je vois que dans le débat émergent des trucs aussi étranges que l'allongement du temps de travail. Alors que franchement, ce n'était pas un débat. Et puis, on s'aperçoit, parce que même le ministère du Travail fait paraître des statistiques comme quoi les Français travaillent bien, travaillent presque plus que les Allemands. Et on nous annonce tout d'un coup que ça va être un sujet prioritaire. De la même façon, on nous parle des services publics. Et dans le même temps, on fait voter en catimini à l'Assemblée nationale la privatisation de l'Aéroport de Paris, de la Française des Jeux, d'Engie. Donc il y a une sorte de double langage, de contradiction, avec un Emmanuel Macron qui en réalité, multiplie les manœuvres de diversion, rallonge de plus en plus le grand débat. Pourquoi ? Pour ne pas avoir à rentrer dans la campagne européenne. Mais nulle part ailleurs, on nous dit que le problème de la France, c'est de travailler plus. Le problème de la France, c'est le chômage de masse. Le chômage de masse, c'est pas en supprimant un jour férié ou en allongeant le temps de travail qu'on va le réduire. Le problème de la France, c'est aussi de baisser les dépenses publiques, de financer la dépendance. Comment on fait ? Non. Baisser les dépenses publiques, là aussi, c'est la conclusion d'Édouard Philippe à partir d'un débat où justement les gens ont dit on a besoin de l'État, on a besoin de la protection de l'État et on a besoin d'investissement. Et M. Philippe en conclut que la priorité des Français, c'est la dépense publique. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, quand il en a conclu que la priorité était l'exaspération fiscale, donc les baisses d'impôts, et que du coup, il fallait... Mais non, mais déjà, c'est vous qui faites le lien entre exaspération fiscale et nécessaire baisse d'impôts. Parce qu'on pourrait dire exaspération fiscale, donc justice fiscale. On restaure l'ISF, par exemple. On rééquilibre fiscalité directe, fiscalité indirecte. On pourrait parler de la TVA. Emmanuel Morel, Nathalie Loiseau, tête de liste aux européennes de La République En Marche, ancienne ministre des Affaires européennes, se présente comme le principal barrage de l'extrême droite. Or, Mediapart indiquait dans un article que dans sa jeunesse, elle fut candidate aux élections étudiantes à Sciences Po Paris, sous l'étiquette de l'UED, qui est un syndicat de l'époque d'extrême droite très dur, d'ailleurs proche du GUD, monté sur les centres du GUD. Oui. C'est quoi ? C'est une erreur de jeunesse de sa part ? Qu'est-ce qu'elle dit ? En même temps, j'ai été moi-même étudiant à Sciences Po. Quand vous êtes en 3e année ou en prépéna, ce qui était son cas, vous êtes informé un petit peu sur le paysage politique. Vous venez pas d'arriver. Elle assure n'avoir pas perçu à l'époque la couleur politique de ce syndicat. Elle ne l'a pas perçu à l'époque et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'elle ne perçoit pas non plus. D'ailleurs, vous disiez, parce qu'il faut que les Français s'en souviennent, qu'elle était ministre des Affaires européennes, pour témoigner, quand j'interroge n'importe quel collègue étranger au Parlement européen, personne ne s'en souvient. Elle a laissé aucun souvenir. Pourquoi ? Parce que
c'est pas seulement son manque de charisme, hein, c'est sur les questions européennes, elle l'aborde toujours du côté technicien et jamais le côté politique. Et d'ailleurs, dans cette campagne, enfin quand même, c'est ahurissant. On n'a toujours pas la liste de La République En Marche, on n'a toujours pas son programme, et j'y reviens. Enfin, c'est quoi la position de Mme Loiseau ? Le 9 mai. Le 9 mai, vous vous rendez compte, c'est-à-dire 15 jours avant le scrutin. Vous qui connaissez bien le fonctionnement de l'Union européenne, vous êtes député européen, est-ce que c'est pas mensonger de dire qu'on peut sortir des traités sans sortir de l'Union européenne ? Non, c'est pas mensonger. Ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il y a un certain nombre de règles qui sont absurdes, qui sont inadaptées, qui sont autant de contraintes pour mener des politiques progressistes, d'investissement ou de défense des services publics, et qu'à un moment, il faut être en capacité de créer un rapport de force, donc de savoir désobéir. Est-ce que vous serez en capacité de le créer, ce rapport de force ? En tout cas, on se bat pour. Hein, et c'est bien d'essayer plutôt que de capituler en race campagne avant même que le scrutin ait lieu. C'est bien ça, toute la question. Justement, vous partez plusieurs jours en Bourgogne-Franche-Comté, justement à la rencontre de la France désindustrialisée. Est-ce que cette question des traités, là, c'est une question qui est abordée par les gens que vous rencontrez ? Concrètement, ce n'est pas les traités qui les empêchent. Ah non, les gens, ils abordent la question des délocalisations et de la désindustrialisation. Mais c'est un lien direct quand même avec la politique de libre-échange qui est promue inlassablement par l'Union européenne. Donc les gens, ils ne vous parlent pas des traités directement, mais c'est à nous de faire le lien. Ils vous parlent délocalisation, fermeture d'usines, concurrence, ils vous parlent du travail détaché, surtout dans votre région, où ils disent, nous on ne comprend pas qu'à poste égal, les gens soient beaucoup moins payés, et donc nos concurrences directement dans notre lieu de travail. Oui, ça, ils en parlent. Un mot pardon, sur le financement de la campagne. Est-ce que l'affaire est réglée ? Votre campagne est financée ? Oui, bien sûr, mais surtout parce qu'on a un succès énorme de cet emprunt populaire qu'on a lancé il y a quelques semaines. On ne s'attendait pas du tout à une telle mobilisation, et c'est tant mieux. Mais ça pose le problème plus global du financement de la vie politique. La campagne européenne, c'est très cher. Pour relancer l'idée de la Banque de la démocratie ? Je ne sais pas si ça doit prendre cette forme. En tout cas, il y a un problème, c'est que les banques sont aujourd'hui totalement allergiques, sauf peut-être pour le parti présidentiel. Un mot sur Raphaël Glucksmann, tête de liste Parti Socialiste Place Publique, qui ce matin, dans une interview au Parisien, qualifie Jean-Luc Mélenchon de Thatcher de gauche. Que dites-vous ? C'est débile, c'est Thatcher de gauche, je sais pas. Et lui, ça veut dire autoritaire de gauche. C'est quoi, c'est un Reagan d'extrême centre ? Franchement, pour quelqu'un qui se dit philosophe, là, on est en dessous de la brève de comptoir. Hein. C'est un peu curieux ce que vous me dites, parce que M. Glucksmann fait vœu de bienveillance, et puis il n'arrête pas d'en appeler à l'union de la gauche. Manifestement, finalement, il devient un politicien comme il l'est fustigé il y a une semaine. Il est trop autoritaire, Jean-Luc Mélenchon ? Glucksmann ? Ah, Jean-Luc Mélenchon ? Non, je ne crois pas. Mais Jean-Luc Mélenchon, il participe à la campagne. Mais lui a beaucoup d'idées. Et une vision du monde, une grille de lecture de la société. Ça, c'est pas mal pour un homme. Et l'union de la gauche, c'est fini ? Évidemment, non, c'est pas fini. De toute façon, c'est un combat toujours recommencé, chère madame.